Discord fait partie des applications les plus utilisées dans le monde. Avec plus de 150 millions d'utilisateurs mondiaux, le réseau est utilisé pour discuter et jouer à des jeux via des serveurs. Ces serveurs, il y en a plein. Des centaines, voire même des milliers de groupes privés ou publics gérés par des modérateurs. Quand on pense à Discord, la plupart du temps, même si on sait qu'il y a des choses bizarres qui se trament là-dessus, c'est plutôt innocent. Surtout si on ne s'aventure pas forcément en dehors de nos communautés respectives. Si le nombre de serveurs publics est astronomique, imaginez juste le nombre de serveurs privés. Et bien qu'il y ait déjà des choses bizarres sur des serveurs publics, sur les privés, les discussions et choses qui se partagent peuvent être très dérangeantes. Je suis Veille et bienvenue sur les nébulosités d'Internet. Et aujourd'hui, on va parler d'un cas où un meurtrier a partagé son meurtre sur Discord. Les réseaux sociaux font partie intégrale de notre quotidien et avec l'arrivée de la monétisation de la personne qu'on est, énormément de gens tentent à tout prix d'être populaires. Mais ce n'était pas le cas de Bianca Devins. Bianca était une ado de 17 ans, née le 2 octobre 2001. On se retrouve à Utica, dans l'état de New York, là où Bianca a grandi. Après, elle avait une adolescence un peu comme les autres, malgré le fait qu'elle ait quelques petits soucis mentaux, dans le sens où elle avait de la dépression et quelques crises d'anxiété. Et malheureusement, ces troubles faisaient qu'elle était assez casanière. En tout cas, elle n'avait pas vraiment l'envie de sortir et elle passait la plupart de son temps sur les réseaux sociaux. Il y a quand même eu un moment de sa vie où c'était très bas, où elle allait vraiment pas bien. Et du coup, elle a fini par passer un tout petit moment dans un hôpital psychiatrique et elle a su se rétablir là-bas avec l'aide des médecins et tous les gens qui l'entouraient. Et du coup, après toutes ces expériences qu'elle a vécues, pour elle, c'était devenu hyper important de pouvoir aider les gens autour d'elle. Et surtout des gens qui étaient dans la même situation qu'elle. Et ces gens-là, elle les rencontrait la plupart du temps sur les réseaux. C'était quand même une très jolie fille avec un style un peu alternatif en mode e-girl. Et c'était quand même assez populaire dans les communautés là où elle faisait partie. Et vu qu'elle adorait tout ce qui était animé, manga, Minecraft, des choses qui sont la plupart du temps aimées par des hommes, même si pas vraiment parce que je fais partie des gens qui aiment ça, mais bon bref. Et le fait qu'elle soit quand même bien jolie, ça attirait au sein de ces communautés des gens qu'on appelle des orbiteurs. Alors, des orbiteurs, c'est un terme qui est surtout utilisé dans la sphère anglophone. En France, en tout cas, j'ai pas vraiment entendu parler de ça beaucoup. Enfin, en France, dans la communauté francophone. Et en gros, c'est pour décrire un gars qui est presque littéralement obsédé par une femme avec qui il parle. Et ça se passe très souvent, du coup, dans des communautés en ligne. Et il parle énormément avec cette personne dans l'optique de pouvoir avoir une romance avec elle. Alors beaucoup de gens comparent ça avec ce qu'on appelle un simp. Maintenant, les simps, c'est pas vraiment pareil, parce que je dirais que les simps, en tout cas, sur la communauté, sur Internet, c'est beaucoup plus dans le sens quelqu'un qui va donner énormément pour avoir de l'attention de quelqu'un qui est connu, mais pas forcément une romance. Vraiment juste être reconnu. Et bien évidemment, la plupart du temps, c'est c'est pour les simps, c'est avec des personnes connues, des streameuses, des youtubeuses, des gens en tout cas qui n'auront jamais la possibilité en fait de pouvoir interagir avec sur un plan plus que voilà, derrière une caméra par exemple. Et je trouve que du coup c'est plutôt important de les différencier parce que justement un orbiteur c'est quelqu'un qui parle ou qui a une relation plus ou moins proche avec la personne de qui il est obsédé, et ce n'est pas forcément une personne connue qu'il idolâtre, c'est juste quelqu'un qu'il connaît. L'un des orbiteurs de Bianca est devenu son meilleur ami. Ils étaient vraiment très proches et pour Bianca, elle était à 100% claire que c'était une amitié strictement platonique, mais à laquelle elle tenait beaucoup. Brandon Clark, aussi connu sous le pseudonyme Yes Juliet, est né le 6 octobre 1997 et il a quand même eu une enfance assez difficile. Il est dit que son père était quand même assez violent pendant son enfance et qu'il a dû être relocalisé 2 fois dans 2 familles d'accueil différentes. Après, aux États-Unis, vous connaissez énormément de tout ce qui est famille d'accueil et retirer les enfants aux parents pour les mettre dans des familles d'inconnus, etc. Mais en réalité, perso, j'ai pas trouvé plus d'informations que ça par rapport à Brandon et son enfance. En tout cas, seul qu'on sait, c'est qu'il traînait énormément sur Discord et sur Instagram.
Au final, il finit par tomber sur le profil d'une certaine Ecstasy qui était Bianca Devins. Les deux ont commencé du coup à parler énormément sur Insta et ils sont devenus très proches comme je vous avais dit. Et Clark a fini par passer beaucoup de temps avec la famille de Bianca parce qu'ils se sont vus en vrai, ils ont découvert qu'ils habitaient pas trop loin l'un de l'autre. Et sa famille l'appréciait énormément aussi. Tellement ils passaient de temps ensemble qu'il y a des gens qui ont commencé à croire qu'ils étaient en couple. Mais Bianca ne souhaitait pas plus et c'est super important pour la suite de l'histoire. Par contre, Brandon, lui, il a commencé à développer des sentiments pour elle. Et tellement il a développé ces sentiments qu'il a commencé à devenir jaloux des relations que Bianca entretenait avec leur cercle amical. Bien qu'en soit Bianca avait l'air d'être une personne très très appréciable de ce que j'ai vu et ce que j'ai pu lire, il y a quand même des screenshots de certains serveurs là où elle était, où elle paraît froide et désagréable avec les personnes qui étaient autour d'elle. Après, on ne sait pas justement ce qui a été dit avant. Faut pas oublier que ces screenshots sont pris hors contexte, dans le sens où littéralement, on a juste ce que elle dit, on n'a pas ce que les gens disent avant. Donc voilà. J'ai beaucoup d'orbiteurs. Je peux rebondir avec 2 fois plus. Tu sais que j'en ai rien à foutre de toi. Ne fais pas ça. Je peux te remplacer en 1 putain de seconde. S'il te plaît, tu n'es rien. Laissez-moi vous expliquer. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi. Honnêtement, je pourrais tout lâcher si j'ai envie. Mais j'aime la validation parce que daddy issues. Est-ce que j'utilise les gens ? Ouais. Est-ce que je leur fais du mal ? Ouais. C'est peut-être égoïste, mais je me soucie d'eux. J'aide les gens quand ils ne sont pas contents et je prends de leurs nouvelles autant que possible. C'est du mutualisme du sens bizarre et malsain. Je veux pas faire du mal aux gens exprès. Je veux juste aimer et être aimée par tout le monde en retour. Parce que je suis beaucoup trop introvertie et anxieuse pour le faire dans la vraie vie, même si j'en suis capable. Après, bien évidemment, il y a énormément de screenshots qui tournent sur internet avec, comme je vous ai dit, des moments où elle est peignée totalement négativement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup d'incels dans les communautés qu'elle fréquentait et beaucoup ont fini par s'intéresser à son histoire. Et du coup, ils ont fini par vouloir remettre la faute sur elle. Et laissez-moi vous raconter son histoire. Parlons de la tragédie qui a frappé Bianca Devins dans la nuit du 14 juillet 2019. Quelques jours avant ça, Brandon a proposé à Bianca de venir avec lui au concert de Nicole Dolaganger. Nicole Dolaganger, putain c'est compliqué de dire son nom à la dame, mais bref. Qui se trouvait à New York City. Elle a accepté, sauf qu'elle a invité à son tour un ami pour qu'ils y aillent à 3. Et ce gars-là, c'était un ami qu'ils avaient en commun, et il s'appelait Alex. Le truc, c'est que Brandon, lui, au final, il savait pas qu'Alex allait les rejoindre. Et il a découvert ça vraiment le jour même, quand ils sont arrivés et qu'ils les ont rejoints. Et Bianca était beaucoup plus intéressée par Alex au plan sentimental qu'elle ne l'était pour Brandon. Parce qu'en réalité, encore une fois, pour elle, la relation qu'elle avait avec Brandon était strictement platonique. Bon, du coup, ils sont en concert, ils s'amusent, ils rigolent, ils chantent, etc. Et à un moment, vers la fin du concert, Brandon s'écarte des deux pour aller chercher quelque chose. Alors, je ne sais pas précisément qu'est-ce qu'il est parti chercher, mais par contre, quand il revient, il surprend Bianca et Alex en train de s'échanger un baiser. Et ça le rend furax. Sauf que il ne dit absolument rien à Bianca et il fait mine de n'avoir rien vu. Pourtant, Bianca, elle sait qu'il les a vus. Et du coup, elle a fini par raconter sa soirée à un ami à elle sur Discord. Il est timide, mais on a fumé, on s'est tenu la main et mon ami est tellement énervé. Il nous a vus nous embrasser, je l'ai embrassé 2 fois. Après ça, Alex est rentré chez lui et Brandon et Bianca rentrent à la maison en voiture comme il l'avait prévu. Ici arrive l'enfer. C'est la rédemption, n'est-ce pas ? Le chemin de retour pour Brandon et Bianca ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Ils ont commencé à se disputer dans la voiture, sûrement par rapport aux bisous qu'elle a échangés avec Alex. Et là, Brandon pète complètement un câble. Il prend un couteau qui était caché sous le siège conducteur et tranche la gorge de Bianca. Et il fait ça à plusieurs reprises avant de coucher son corps sur la banquette arrière. Il sort de la voiture et fait un petit feu à côté, tout en écoutant de la musique, comme si il venait absolument rien se passer. Il prend son téléphone
et il poste sur Discord. Désolé les enculés, vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre à orbiter. Et bien évidemment, le texte est accompagné d'une photo. Et ce qui me dérange par rapport à cette photo, c'est que c'est tellement facile, c'est tellement simple de la trouver sur les réseaux. Tellement. Et au bout d'un moment, je me suis demandé si la compassion existait sur Internet, mais je pense qu'on connaît tous la réponse. Bref, ensuite, Brandon va sur ses stories Insta et décide de poster là également. Les gens dans le groupe, au début, ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. Genre si c'était un prank, si c'était juste du maquillage, si c'était une photo qui existait depuis avant. Il y en a même un qui avait fait une recherche d'image inversée. Sauf que non. Quelqu'un a vraiment décrit Bianca et ils se sont rendus compte que c'était bien le cadavre de leur ami. Ils appellent tous la police qui, au final, se rend compte que ces appels se rapprochaient énormément d'un appel qu'ils avaient reçu un peu plus tôt dans la journée. Brandon avait appelé sa famille et ces appels étaient quand même assez sinistres. Et la famille a décidé d'appeler la police pour voir si tout allait bien chez Brandon. Mais ce n'est pas les seuls appels que le 911 a reçus. Parce que Brandon, lui aussi, a appelé les autorités. Et il a juste littéralement annoncé son crime. Mon nom est Brandon. La victime est Bianca Devins. Je ne vais pas rester longtemps au téléphone. Je dois encore faire la partie suicide du meurtre-suicide. Brandon se met à rouler et se gare un peu plus loin. Ensuite, il sort le corps de Bianca de l'arrière de sa voiture et prend une bâche verte qu'il avait avec lui dans son coffre. Et là, il poste tranquillement sur Snap. Et la photo a la caption « Je suis désolée Bianca ». Ensuite, il y a une autre story où il remercie son entourage et leur dit qu'ils vont lui manquer. Après ça, il se couche par terre, la tête sur la bâche. Prend le même couteau qu'il a utilisé pour assassiner Bianca. Il se tranche la gorge et ensuite, il poste encore une fois sur Snap une photo de lui-même avec la gorge en sang, avec la caption « Ashes to ashes ». En vrai, je sais pas vraiment comment traduire ashes to ashes. La phrase entière, c'est ashes to ashes, dust to dust. Et grosso merdo, ça veut plus ou moins dire que tout est poussière, nous aussi, et que peu importe ce qu'on fait, on retournera toujours en poussière. La police arrive enfin et il retrouve Brandon vivant, couché exactement là où il était pépère pendant son snap. Et à côté de lui, il y a une semi-note de suicide. En gros, il a juste tagué par terre et il a dit « Ne m'oubliez jamais ». Bien évidemment, il l'arrête et il l'emmène à l'hôpital. Pour les autorités, le meurtre était complètement prémédité. Le fait qu'il ait un couteau, qu'il ait la bâche et surtout qu'il ait de quoi documenter le meurtre. Après bon, de quoi documenter le meurtre, tout le monde a un téléphone avec soi. Je trouve que, pourquoi tu te balades avec une bâche ? Si vraiment, pour moi la bâche c'était le ding ding, le petit déclic. Après, est-ce qu'il avait prévu que Bianca allait venir avec Alex et que du coup ça l'avait énervé, etc. Je pense pas. En vrai, que ce soit prémédité, non. Mais par contre, il avait quand même, je pense, peut-être des idées un peu farfelues dans sa tête. Mais enfin, avant sa détention, il a plaidé non coupable. Sauf que cet imbécile, il a envoyé des lettres à la famille de Bianca en expliquant qu'est-ce qu'il a ressenti en la tuant. Et, limite en se vantant de son crime. Ensuite, il plaide enfin coupable après avoir fait quand même énormément de chichi pendant son procès. Il a quand même voulu accuser son avocat de lui avoir dit ou conseillé de dire des choses qu'il ne pensait pas. Maintenant, lui-même a posté sur les réseaux son crime. Bon, heureusement, le juge n'a pas accepté son baratin et il a été jugé 2 ans après les faits, le 16 mars 2021, pour 25 ans minimum sans possibilité de parole. Et bien sûr, c'est après avoir reçu son jugement qu'il commence à exprimer des remords par rapport à ses actions. Cette histoire est extrêmement récente et bien évidemment, quand tout ça s'est passé, vu que c'était déjà lié aux réseaux sociaux, croyez-moi que les gens ne se sont pas gênés
vraiment pas, pour pouvoir donner leur avis par rapport à tout ce qui s'est passé. Dites-vous bien que la photo, qui est assez horrible en soit, elle a été repostée partout, que ce soit sur Twitter, sur Telegram, sur Discord même. Enfin, elle a vraiment tourné en fait. Pour le meurtre de quelqu'un, cette photo a tourné. Et beaucoup de gens, du coup, ont décidé de poster cette photo à la place avec le hashtag Justice for Bianca pour pas qu'on se rappelle d'elle en tant que juste un cadavre à moitié décapité. Et je sais que c'est trash, mais c'est ça. C'est comme ça que certaines personnes voient Bianca, pas plus. Et d'ailleurs, en soutien à elle et à sa famille, l'Instagram de Bianca a presque explosé en abonnés, et parce que énormément de gens étaient curieux de savoir à quoi elle ressemblait de son vivant. La sœur de Bianca était très active sur les posts concernant la mort de son aîné, et elle essayait un maximum d'expliquer que Brandon n'était pas son petit ami, et que c'était juste un ami de la famille qu'ils connaissaient tous. Ce n'était pas juste son mec d'internet, c'était un ami proche de la famille qu'on a rencontré et à qui on a fait tellement confiance. Je ne veux pas que de fausses informations se propagent. La famille a aussi voulu faire passer la Bianca's Law, qui entre autres devait forcer les réseaux sociaux à avoir une team qui est dédiée à juste filtrer les contenus pour qu'il n'y ait pas d'images violentes ou de corps de cadavres qui se baladent. Au final, elle n'est pas passée. Mais il y a une loi très similaire qui a été mise en place qui condamne toute personne qui poste des photos violentes pour dégrader l'image de quelqu'un. Et dites-vous, cette loi est passée seulement en décembre 2022. Seulement. Je sais même pas pourquoi ça leur a pris autant de temps que ça aux États-Unis pour faire passer cette loi. Le frère de Brandon, lui aussi, a voulu donner son avis et a fait un énorme post sur Insta. Dédicace à toutes les personnes qui blâment et accusent la famille de quelqu'un pour leurs propres décisions. Et il continue en expliquant que, entre autres, les gens sur les réseaux sont persuadés que c'est de leur faute, que c'est de la faute du fait qu'il a eu une enfance pas très très sympathique, et surtout qu'il y avait juste des rumeurs infondées que le père de Brandon était alcoolique et violent. Après, bien évidemment, il donne tout son soutien à la famille de Bianca. Il s'excuse pour les actions de son frère, tout en demandant qu'on laisse ses petites sœurs tranquilles parce qu'elles n'ont absolument rien à voir dans cette histoire. On en a terminé avec cette vidéo sur les meurtres et les tréfonds de Discord. J'aimerais surtout rappeler que c'est très très important de faire attention avec qui on parle sur les réseaux. Et en réalité, même avec les gens dans la vie en général, parce qu'on ne sait jamais ce qui se trame à l'intérieur de la tête des autres. Et surtout, on ne sait pas de quoi ils sont capables. Il y a d'autres cas plus ou moins médiatisés sur des gens qui ont juste posté leur meurtre sur Discord. Et je pense que je vais vous en parler. Rappelez-vous que les gens ne sont jamais à 100% eux-mêmes. Ils ne vous montrent seulement ce qu'ils veulent que vous voyez. Soyez prudents. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. La bise!